Se déclarer candidat à la primaire et donc à l'élection présidentielle n'est pas une décision légère, improvisée. Vous l'avez eu quand et pourquoi le déclic ? En fait, il n'y a pas eu de déclic. C'est une décision mûrie qui répond à l'analyse que je faisais du fait que la question du travail, par exemple, n'est plus discutée nulle part. Aujourd'hui, dans ce pays, on a beaucoup de chômeurs et puis pourtant, ceux qui travaillent ne sont pas forcément heureux d'y travailler. On peut être heureux d'avoir un travail, mais on peut aussi vivre très mal au travail. D'où l'explosion de ce qu'on appelle les pathologies psychiques liées au travail, les burn-out, les dépressions, etc. Je trouvais que cette question était maltraitée, je trouvais que la question sociale avait un peu disparu du discours de la gauche. Et plus généralement, c'est frappant de voir comment la question écologique et la question sociale sont mêlées. Ceux qui sont les premières victimes des perturbateurs endocriniens, ce sont souvent les plus modestes. Ceux qui sont les premières victimes d'une alimentation bourrée de pesticides, ce sont les plus modestes. Ceux qui respirent l'air le plus dégueulasse parce qu'ils vivent à côté de grands axes autoroutiers, ce sont les plus modestes. Et ces questions environnementales qu'on a voulu réserver parfois, on va dire, à une élite qui se préoccupait du sort de la planète, d'abord ça nous concerne tous, tant on perçoit aujourd'hui que le réchauffement de la planète, il est concret, que la remise en cause de la biodiversité, elle est concrète, et en même temps, c'est une question sociale. Et parce que c'est une question sociale, il me semble qu'il y a nécessité de les adresser. Qu'est-ce qui a été le plus fort ? L'opposition à une politique qui a été menée ou l'ambition personnelle ? Mais c'est toujours un mélange. Il n'y a pas quelque chose de plus fort. Il y a un moment un désaccord que personne n'ignorait, que j'avais avec le président de la République et le Premier ministre. Et il s'est beaucoup noué à la fois sur la loi travail. Je ne comprenais pas qu'on dise qu'on allait moins bien payer les heures supplémentaires pour la gauche. Ça a été la goutte d'eau. Non, et puis il y a eu la déchéance de nationalité. Pour moi, la rupture... Vous n'étiez pas le seul frondeur, Benoît. Non, mais d'aucuns attendaient un rapprochement, par exemple, avec Arnaud Montebourg. C'est celui qui tire le premier ? On peut le voir comme ça. La réalité, c'est qu'on peut avoir des désaccords en commun, ce qui ne fait pas un projet en commun. On était en désaccord tous les deux avec l'orientation prise par le président de la République, même si on ne rejetait pas tout. On n'a jamais dit que, en tout cas moi, que sur les questions environnementales, sur les questions de santé ou d'éducation, c'était mauvais. Mais sur la question sociale, oui, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et on peut être en désaccord avec François Hollande sur un point, sans pour autant se retrouver sur la bonne solution à trouver. Regardez cette photo, les trois des piliers du nouveau Parti socialiste. Voilà. Vous êtes désormais tous les trois adversaires de la primaire à gauche. Qu'est-ce qui a changé depuis entre vous ? Nous aspirions à l'époque à ce que les règles du jeu changent, notamment dans ce bon vieux Parti socialiste. Rien n'a beaucoup changé depuis. Ouais, c'était en 2004. Et notamment, il y avait un point commun que je crois nous conservons, c'était la volonté de défendre une 6e République. C'est-à-dire qu'on fasse respirer la démocratie française. Et moi, je constate que cette démocratie est toujours aussi intermittente. Par exemple, je propose la reconnaissance du vote blanc. Comment trouvez-vous normal qu'on fasse le geste civique d'aller voter ? On dit « rien ne m'intéresse », mais vous devenez invisible dès lors que vous votez blanc. Je pense aujourd'hui que quand on donne tant de pouvoir au président de la République, il serait logique qu'on ait un instrument par lequel les citoyens peuvent reprendre la main. C'est ce que j'ai appelé le 49.3 citoyen, qui permet à 1% des gens inscrits sur les listes électorales... Vous êtes devenu adversaire quand même. Oui, mais vous voulez les points communs, je vous les donne quand même. Ouais. Aujourd'hui, on n'a pas exactement Vincent les mêmes Payon, par projets. exemple, dit depuis sa candidature dimanche soir qu'il est candidat de la vérité. Il a entendu, dit-il encore, des critiques radicales, manichéennes, brutales contre son propre camp. Vous vous êtes senti visé par cette phrase ? D'abord, moi, j'aime pas quand on parle en politique de la vérité. Moi, je ne revendique pas détenir la vérité et penser donc que les autres mentent. Si j'ai la vérité et qu'ils ne sont pas d'accord avec moi, ça voudrait dire qu'ils mentent. Et je crois très dangereux d'avoir une approche du débat politique qui m'amènerait par exemple à dire à François Fillon « Moi j'ai la vérité, vous mentez ». Si on arrive sur ce terrain-là, il cessera d'être un homme de droite, je cesserai d'être un homme de gauche et nous deviendrons deux ennemis. Mais moi je pense que François Fillon propose une option. Ça n'est pas celle que je choisis. J'en propose une autre. Les Français sont libres de choisir, mais ça n'est pas au nom de la vérité. Non, ce que je veux dire... Pourquoi aucun d'entre vous n'est capable, en mesure de se sacrifier, Benoît Hamon ? Vous savez très bien que la multiplicité des candidatures va affaiblir votre courant politique. Pourquoi aucun d'entre vous, si vous avez des points communs, comme vous êtes en train de l'expliquer, n'est en mesure de se sacrifier ? Mais si nous n'avions pas de points communs, nous ne serions pas candidats à la même primaire, mais nous avons suffisamment de différences pour que nous demandions à nos électeurs de trancher. Vous trouvez que les électeurs de gauche, ils ont été entendus depuis 5 ans ? Ils sont exprimés à bon nombre de scrutins municipaux, régionaux, et rien n'a changé dans l'orientation des politiques. Et ils ont dit qu'ils étaient contre la loi travail. Cette loi a été imposée par 49.3. Donc je pense que ce n'est pas de trop de démocratie dont on souffre aujourd'hui, c'est de pas assez de démocratie. La primaire, c'est un moment démocratique. Non mais votre couleur politique va souffrir de trop de candidats. Mais on en aura autant que la droite. Pourquoi vous ne disiez pas ça à la droite ? Vous nous le dites à nous. On leur disait aussi. Oui, en l'occurrence, ils ont aujourd'hui quoi ? Un résultat avec 4,5 millions de citoyens qui se sont déplacés et quelqu'un qui est parfaitement légitime pour représenter tout son camp. Donc essayons de regarder les choses. Ouais, vous, le rassemblement sera un peu plus compliqué. Un mot sur votre mais pourquoi programme, par avance, vous dites que c'est compliqué ? On entend les déclarations des uns et des autres. On a le sentiment que ça s'annonce un petit peu plus compliqué. Moi, je ne suis pas pessimiste. Juste un mot sur votre programme, puisque vous parlez
parler de vos différences, j'ai repéré la mesure la plus originale, c'est le 49.3 citoyen. Alors, un petit exercice d'imagination. Imaginez le blocage si on avait mis ça en place au moment du mariage pour tous. Puisque le principe, c'est que 450 000 personnes peuvent faire suspendre une loi. Non, c'est pas faire suspendre une loi. Alors c'est une des dispositions que vous annoncez. Une loi est votée, 450 000 personnes par pétition, c'est encadré, peuvent obtenir que cette loi soit soumise à référendum. Soit suspendue pendant au moins, jusqu'à un an. Et éventuellement derrière. Mais la réalité, c'est que le référendum, il est organisé quasi immédiatement après, puisque n'importe quel pouvoir politique veut que sa loi passe. En l'occurrence, sur cette question-là, qui a été posée et qui est légitime, tous les sondages nous ont dit que le mariage pour tous était massivement approuvé par les Français. Et moi, Donc si c'est revoté par le référendum, on laisse... Le référendum, il valide ou il invalide. Par exemple, je vais en prendre un autre exemple. Mais attendez, la loi travail, elle avait été votée, vous l'auriez soumise à référendum, ma conviction, que vous avez combattu, c'est qu'elle aurait été battue dans les urnes. Donc, c'est simple. Le 49.3 citoyen, c'est comment les citoyens, à un moment, ont le droit de reprendre un peu la main. Parce que sinon, en Ve République, le président de la République, il est élu, et il fait exactement ce qu'il veut. C'est un instrument de blocage. Il y aura toujours 450 000 personnes qui sont contre. Mais dans d'autres démocraties, ces moyens existent. Et on ne parle pas de blocage dans ces autres démocraties. Moi, je pense à un moment, 450 000, ça paraît peu. En même temps, c'est beaucoup. On n'aura pas beaucoup plus de 2 à 3 référendums. Et encore, j'imagine même pas tant par quinquennat. Et je pense que faire respirer la démocratie, c'est mieux que de se constater quoi ? Qu'un président de la République fait ce qu'il veut. Vous trouvez qu'il n'y a pas une forme d'immaturité à notre démocratie à confier tant de pouvoir à une seule personne pour ensuite se plaindre et dire quand même, c'est pas normal qu'il fasse exactement le contraire de ce qu'il avait dit.